Bonjour à tous, c'est une édition de Secret d'Info particulière que nous vous proposons en cette veille de Noël. Pas d'enquête, mais une réflexion autour du journalisme d'investigation. On va le faire avec Élise Lucet, en charge des magazines d'investigation à France 2, avec Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, avec Jacques Trenso, qui est un ancien rédacteur en chef de l'Express, cofondateur de Mediacité, on vous expliquera ce que c'est, et puis Mark Hunter, qui est journaliste américain et enseignant à l'université d'Aix-Marseille. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. France Inter, Secret d'Info, Jacques Monin. Alors on va commencer avec un petit retour sur le procès en appel d'Antoine Deltour, l'homme qui a révélé ce qu'on a appelé le LuxLeaks. Écoutez-le, c'était le 12 décembre dernier, il est au micro de Corinne Audouin. Il ne regrette rien, au contraire, dit-il, il estime avoir fait avancer les choses. Au-delà du statut de lanceur d'alerte qui est reconnu, il est également reconnu que nous avons agi dans l'intérêt général, que nous avons suscité un débat politique mondial important, je cite les termes du jugement, que ça a permis une plus grande transparence et équité fiscale. Donc ça paraît difficilement compréhensible qu'on soit condamné. Je crains malheureusement que les juges aient essayé aussi de prendre en compte les intérêts de la place financière luxembourgeoise et notamment ne pas inciter n'importe quel salarié qui aurait des scrupules à divulguer des informations confidentielle à des journalistes. Voilà, alors on ne sait pas ce que sera la seconde décision, on attend. Je rappelle quand même qu'en première instance, Antoine Deltour et son collègue Raphaël Allais avaient été condamnés à 12 mois de prison avec sursis pour avoir révélé l'existence d'un système fiscal très avantageux pour de nombreuses multinationales au Luxembourg. Édouard Perrin, qui est un journaliste qui travaille notamment pour Cache Investigation, avait lui été relaxé, mais bon, comme il y a eu appel, tout le monde finalement a été rejugé. Alors, Élise Lucet, peut-être première réaction, premier, sentiment à cette succession de procès? C'est un signe qui nous est envoyé, clairement. C'est une réplique, en fait, une contre-attaque. Parce que les journalistes d'investigation sont de plus en plus présents, notamment dans le domaine de l'évasion fiscale, et qu'on sent bien qu'on a beaucoup dérangé, notamment le Luxembourg, mais d'autres pays aussi, des multinationales, PricewaterhouseCoopers, d'autres encore, et qu'ils ont été extrêmement surpris de cette offensive du journalisme d'investigation. Ils y répondent de manière judiciaire pour décourager les lanceurs d'alerte, ça c'est certain. Je pense qu'Antoine Deltour a totalement raison. Raphaël Allais porte aussi ce combat en tant que lanceur d'alerte de manière très forte, mais aussi pour tenter de dissuader des organes de presse, parce qu'on se dit que quand on poursuit des médias en justice, à un moment on peut perdre, et perdre ça veut dire beaucoup d'argent en jeu, et on sait très bien que beaucoup de médias n'ont pas beaucoup d'argent en ce moment. C'est pas le cas de France Télévisions, mais des médias de presse écrite notamment, ou d'autres, vont hésiter à un moment à publier une enquête qui peut mettre en jeu des centaines de milliers d'euros. Donc clairement, c'est une tentative d'intimidation au travers de ces procès qui nous est faite à tous les journalistes d'investigation. Fabrice Arfi. Oui, on est un peu dans un moment orwellien. Vous savez, Orwell, auteur de 1984, avait inventé un système conceptuel qui s'appelait la double pensée, qui disait que l'ignorance c'était la force, que la guerre c'était la paix. Eh bien, nous y sommes avec le procès notamment d'Édouard Perrin, d'Antoine Deltour et de Raphaël Allais, qui n'ont été que des citoyens. Ils n'ont fait profession que d'être des citoyens dans ce qu'ils ont fait, et ce sont eux qu'on juge. Ce n'est pas l'évasion fiscale, ce n'est pas la fraude fiscale que l'on juge, ce sont ceux qui ont permis de prouver avec des documents, ici les sources qu'on appelle des lanceurs d'alerte parce que ce sont des sources qui s'assument publiquement, et un journaliste admirable, Édouard Perrin, de Cache Investigation, qui ont montré qu'à l'échelle d'un État, le Luxembourg, on avait organisé l'appauvrissement de tous les pays européens. Parce que c'est ça, l'évasion fiscale et la fraude fiscale. C'est l'enrichissement d'un seul qui provoque l'appauvrissement de tous. Justement, est-ce que le problème, c'est pas la question de fond? C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'un cabinet d'audit se défende en disant « on m'a volé des documents, donc je poursuis », il fait son boulot. Ce qui est peut-être plus condamnable, c'est le système qui permet d'abord à ces avantages fiscaux exorbitants et cet appauvrissement européen dont vous parlez de s'installer, et le fait qu'il n'existe pas de protection ou de statut du lanceur d'alerte. Mais là, le juge applique la loi et l'entreprise se défend. Oui, il n'y a pas de doute sur le fait que Antoine Deltour, Raphaël Allais, les lanceurs d'alerte de l'affaire LuxLeaks, et au regard d'un texte réglementaire, dérobé des documents qui appartiennent à une société. Mais la question, c'est celui de l'intérêt supérieur de l'acte.
C'est exactement la question qui s'est posée, par exemple, dans l'affaire Bettencourt, pour le majordome, qui a commis un acte déloyal en enregistrant des conversations. Mais d'où l'intérêt de faire reconnaître cet intérêt supérieur dans la loi, Oui, mais la dans loi, les textes. regardez... Ce qui n'est pas le cas au Luxembourg. Mais bien sûr, mais c'est tout le problème. Et pensez donc que celui qui dirige aujourd'hui la Commission européenne était le Premier ministre du Luxembourg au moment de la mise en œuvre de cet appauvrissement d'un continent entier par un pays, M. Juncker. Donc on voit bien que là, on est dans un problème qui est politique et la loi, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, c'est au pays, c'est au monde politique de décider où on met le curseur de l'intérêt public. Oui, d'ailleurs, il y avait une forme de duplicité, j'allais dire entre guillemets, hein, parce que ça peut être interprété, mais dans le jugement, puisque d'un côté, on reconnaissait que les journalistes et les lanceurs d'alerte avaient contribué à une plus grande transparence et une équité fiscale, qu'ils avaient agi dans l'intérêt général contre des pratiques d'optimisation moralement douteuses, c'est ce qui est dit, et puis d'un autre côté, on condamne. Mais c'est ça qui est fou. Enfin, c'est complètement dingue. C'est-à-dire que quand on entendait la lecture du jugement, on se disait donc ils sont acquittés. Et en fait, ils ne le sont pas, ils sont condamnés. Non, parce qu'il y a aussi, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que le système fait que tout ça n'est pas inscrit dans la loi. C'est-à-dire que même si moralement on considère qu'ils ont bien agi, légalement ils doivent être condamnés. Il y a une forme d'état de nécessité. Ouais. Jacques Trenceau, votre sentiment là-dessus? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je pense effectivement que le grand public il ne comprend pas. Il ne comprend pas cette sorte d'inversion de valeur. C'est-à-dire qu'on a des lanceurs d'alerte qui sont en quelque sorte des héros. Il faut le dire et le souligner, et on ne comprend pas pourquoi ils sont mis en examen. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la justice ne va pas au bout de la logique, et la logique voudrait qu'on défende les petits par rapport aux gros, et qu'on défende ceux qui osent aller au-delà parfois de la loi, mais pour défendre leur conscience, pour défendre ce qu'ils pensent être de l'ordre de l'intérêt général. Oui, ça va même plus loin parce qu'ils sont mis en examen, mais souvent leur vie elle est complètement bousillée. Il faut être très clair. Raphaël Allais, nous on a fait un portrait de lui dans Envoyé spécial. Stéphanie Gibault, ils sont tous dans UBS. Voilà, pardonnez-moi, oui, lanceuse d'alerte UBS. C'est des gens qui ont perdu leur boulot, sont blacklistés dans leur secteur, ne retrouveront pas de boulot, sont donc au chômage pour de très très longues années a priori, ont des droits de justice à payer. Les gouvernements font semblant de ne pas voir ce qui se passe et ne les aident pas. Donc, c'est pas juste mis en examen. C'est à un moment, ils ont mis leur vie en jeu pour l'intérêt général. Et le résultat aujourd'hui, c'est qu'ils sont, traduits en justice et deux, que leur vie est complètement foutue. Donc, effectivement, je pense qu'il est urgent et même urgentissime qu'un statut soit créé. Alors, il a été créé dans la loi Sapin 2, oui. Mais ça n'est pas suffisant, manifestement. Mais si, comme aux États-Unis, par exemple, les lanceurs d'alerte recevaient un pourcentage de l'argent qu'ils permettent à l'État de récupérer, mais ils seraient richissimes, ces lanceurs d'alerte. Fabrice Arfi, vous qui travaillez à Mediapart, justement, ça m'intéresse de savoir où on en est des suites du Footleaks, puisque vous faisiez partie de ceux qui ont révélé cette affaire d'évasion, là aussi fiscale à très grande échelle, dans le milieu du football, puisqu'on s'est rendu compte également que, certes, il y a le fisc espagnol qui ouvre une enquête, mais on vous demande aussi, un juge espagnol vous demande de retirer finalement ces informations, et au niveau européen. Oui, c'est assez inédit ce qui s'est passé avec Football Leaks. Et alors oui, on se retrouve dans une sorte de schizophrénie en Espagne, où la justice et le fisc d'un côté dit c'est capital, les informations que vous rendez publiques, il nous faut les documents pour que nous fassions nos enquêtes en bonne et due forme. Et puis il y a un magistrat, un juge d'instruction, qui seul dans son cabinet a fait injonction à notre partenaire espagnol, le quotidien El Mundo, de se censurer, de ne pas publier, et a dit qu'il allait faire jouer la coopération judiciaire internationale dans toute l'Europe pour réclamer une censure inédite à l'échelle d'un continent. Il est évident, et tous les membres du consortium auquel Mediapart appartient, qui s'appelle l'EIC, avons pris la décision, évidemment, d'entrer en dissidence et de ne pas... Complément d'enquête en fait partie. Et de ne pas, évidemment, succomber à cette injonction de censure qui est proprement attentatoire à la liberté d'informer et que, évidemment, la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas valider.